Bonjour à tous et bienvenue dans notre format débrief interview. Aujourd'hui, l'idée c'était de changer un petit peu des interviews Zoom que vous avez pu voir. Et comme vous le savez, avec le débrief, l'idée c'est toujours autour de la prise de recul. Prise de recul sur l'industrie aéronautique en général. Imaginez un iceberg. Eh bien, l'iceberg, ça sera un petit peu l'industrie aéronautique. Tout en haut de l'iceberg, qu'est-ce qu'on a? On a les pilotes. En dessous, compagnie aérienne, soit l'armée de manière générale, avec toutes les fonctions support qui permettent aux pilotes de prendre des avions en parfait état de marche et qui fonctionnent bien grâce au travail quotidien de milliers de mécaniciens, de milliers de personnes administratives, de milliers de fusiliers marins ou de commandos qui protègent l'ensemble, un énorme strat, sans oublier les contrôleurs aériens, et en dessous du niveau de la mer, les industriels, les motoristes, la maintenance, et si vous descendez, les écoles d'ingénieurs, de contrôle aérien, bref, une multitude de métiers, une multitude de personnes qui au quotidien permettent aux avions de voler, aux pilotes de faire leur mission, et le tout baigne dans un océan, et cet océan peut même aller jusqu'à l'école qui a rouvert très récemment. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai différents objectifs. L'objectif numéro 1, c'est vous présenter Pat, c'est son indicatif. Et le deuxième objectif, c'est vous changer un petit peu de l'interview Zoom avec sa qualité qui est ce qu'elle est, et vous aérer, vous préparer un petit peu aux vacances avec des images de la région dans laquelle on se trouve. Et aujourd'hui, on se trouve en Provence, au pied du Luberon. On est allé balader un petit peu avec Patrice qui est venu exprès de Bretagne et on va vous faire partager certains endroits en vous disant où ça se trouve. Comme ça, cet été, si vous descendez dans le sud-est, vous aurez des beaux endroits à visiter. Si vous voulez suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce vers le haut ou vers le bas et sans plus attendre, jingle! Si je dois résumer ton parcours rapidement, tout début la gendarmerie, avec des groupes d'intervention. Oui, Ensuite, engagé en tant que matelot. oui, exactement. En tant que matelot, dans la marine nationale, dans la royale en tant que fusilier, donc fusilier marin. Derrière, tu as fait une partie du stage commando. Absolument. Ensuite, tu t'es spécialisé dans le sport. Formation à Fontainebleau, donc anciennement le bataillon de Joinville, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, pas mal de mutations, à peu près tous les 3 ans, c'est ça, tu bougeais? Absolument. Tous les 3 ans, donc généralement une mutation, c'est généralement 3 ans. Donc là, on a l'exemple type, la mobilité du militaire. Tous les 3 ans, tu bouges, et là, tu fais un petit peu de Bretagne, un petit peu de Paris, et derrière... Toulon, Bretagne, Paris Toulon aussi. et Rome, Bretagne. Donc voilà, tu as vraiment fait tout le panel possible. Il y a l'Alsace qui est difficile avec la marine. Et derrière, tu en avais un petit peu marre du côté sport, ça manquait un peu d'ops. Et là, donc, tu demandes ta mutation au sein du groupe aéronaval. Et c'est là où on se rencontre. C'était en quelle année d'ailleurs? C'était en 2013. En 2013 déjà, donc c'était il y a 7 ans. On se retrouve sur la base d'aéronautique navale de Landivisiau, où tu te retrouves affecté avec quel titre? Comme préparateur physique et mental des pilotes de chasse de l'aéronaval. Très bien. Donc à partir de là, tu fais 6 ans à Landivisiau. 6 ans. Derrière, tu es transféré au bureau sport de l'école navale, là où se fait toute la formation des officiers de marine. Absolument. Et là, tu décides de te reconvertir et de partir dans le civil, utiliser tes compétences rares pour, Merci. pour aider les gens face au stress au quotidien. Quelques questions pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Parfait, il est prêt. Dis-moi. Ça va, t'es pas stressé? Ça va. Parce qu'en fait, t'as pas le droit d'être stressé du coup. Non, surtout pas. Stress, anxiété, qu'est-ce que... La vitrine. Ça va alors? Ça va. Parfait. Les pilotes, ils sont stressés de manière générale ou pas? Alors je dirais que leur orgueil ne le montre pas en tout cas, mais ils sont très stressés, oui. On est très poker face. C'est ça. Parfait. Excellent. Donc de ta carrière, donc là on a vu que c'était quand même... t'as pas mal bougé. Donc c'est 17 ans de service. 17 ans en marine, 1 an de gendarmerie, 18 ans au total. Donc 18 ans au total, tu rentres matelot et Oui. tu quittes quel grade? Premier maître, Premier maître, donc l'équivalent armée de terre, adjudant. adjudant, d'accord. Donc tu as en gros fait tous les grades, presque, de la troupe, C'est ça. de l'équipage, comme on dit dans la marine, jusqu'à donc sous-officier, qu'on appelle Officier marinier officier, dans la marine. tout à fait. Moi j'aime bien ce terme d'officier marinier parce que c'est officier devant. Sous-officier, il y a ce côté un petit peu réducteur du sous, qui est quand même un préfixe qui est pas forcément très une connotation glorieuse, malheureusement. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du corps justement des sous-officiers ou des officiers mariniers, comme on dit dans la marine? Donc, les officiers mariniers dans la marine sont un corps principalement de spécialistes.
D'accord, donc c'est vrai que la marine, c'est une armée qui est très spécialisée, donc on a des bateaux avec une multitude de spécialités. Bien Tu as sûr. quelques idées de spécialités qui te viennent en tête, des noms, parce que, alors les noms et les acronymes dans l'armée, je pense que vous avez remarqué depuis le début des vidéos, il faut s'accrocher. Bon, moi j'étais pilote, pilote de l'aéronautique, je crois, Mm. pilae. Toi, c'était quoi ta spé? EPMS, EPMS qui veut dire? je vais dire entraînement physique, militaire et sportif. Donc pour le coup, vous voyez, c'est assez logique. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme spé? Qu'est-ce que tu croisais comme spé au quotidien? Bah, au quotidien, on a la chance de croiser les spé du soutien, que ce soit les cuisiniers, les mots resto Ouais. ou encore les foyers. Ouais, les foyers. Et puis après, il y a toutes les spé de mécaniciens. Tout à Alors, fait. les spé de mécaniciens, je ferai une interview de mécaniciens parce que là, sujet sensible, c'est compliqué, mais on a les avios. Les avios, c'est les avioniques. On a les booms, c'est les armuriers. Là, c'est plus les appellations courantes parce que, pour faire simple, on a le nom un petit peu classique du métier. On a l'appellation de la spécialité dans le jargon. En boom, vous vous doutez bien que c'est pas l'appellation officielle. Et après, on a donc les armuriers, ceux qui sont leurs vrais termes, donc à chaque fois ça vient superposer. Pour faire officier marinier, toi tu as été issu du rang, Durant, oui, tout à donc fait. comment est-ce que tu as fait pour gagner tes galons? À la nationalité, et après, il y a la possibilité, par des concours, d'accéder encore aux échelons supérieurs. Donc là tu es en train de me dire que demain je rentre à l'école des matelots de la flotte, je fais matelot, automatiquement au bout de 17 ans je serai premier maître? Alors ça se fait aussi au mérite. Tous les ans, Ah, on c'est est bien ce qu'il me disait. noté, et mieux on est noté, plus vite avance notre carrière. Voilà, donc il y a cette notion de notation au Tout quotidien, à et fait. tous les ans tu passes en notation, Tout à fait. et tes notés, c'est quoi? C'est des points? Comment ça marche? C'est un nombre de points, oui, tout à fait. D'accord, donc tu as un nombre de points, et en fonction de ton nombre de points, et tu peux jouer, par exemple le sport, ça va Mhm. jouer sur ton nombre de points. Absolument, Tes résultats absolument. sportifs jouent sur le nombre de points, donc Ouais. tu as une spé, tant que PMS, qui est importante à la fois pour la préparation physique du combattant, mais également pour l'avancement. L'évolution de la carrière, oui, Ouais, tout à fait. donc ça, c'est voilà, le Maintenant, sport est important. le sport est un discriminant aujourd'hui, et si on doit choisir entre telle ou telle personne pour un concours, on prendra la personne qui a eu le maximum de points à son contrôle de la condition physique militaire. Alors là, ce qui m'intéresse dans cette interview, parce qu'on en refera une pour le sport, mais il y a tellement de... Voilà, c'est assez vaste quand même, parce que préparateur physique, mais également mental, tu étais d'ailleurs référent au niveau Alors, des... j'étais référent, oui, effectivement, sur les SAS de fin de mission pour l'armée conventionnelle et pour les forces spéciales également. Alors les SAS de fin de J'étais mission. référent marine. Donc du coup, les SAS, qu'est-ce que c'est? Donc les SAS de fin de mission, avant on appelait ça les SAS de décompression. En fait, c'était un passage au SAS de décompression avant que les militaires regagnent leur vie familiale et leur vie de tous les jours. Donc les militaires que tu prenais en compte à ce moment-là, ils arrivaient de quel front, de quel OPEX? Il y a OPEX, eu c'est opération extérieure. Afghanistan, Centrafrique, D'accord, donc tu prenais principalement. des troupes qui conventionnaient donc l'armée de terre. L'armée de terre, l'armée de l'air également. D'accord, l'armée de l'air également. Donc là, ils viennent de finir leurs quelques mois de déploiement. Oui, C'était combien de mois en général? 4 mois. 4 mois de déploiement. Et là, plutôt que de monter dans un 340 militaire, un COTAM, comme on Mm. dit, commandant du transport aérien militaire, et les ramener directement à Charles de Gaulle, les dispatcher dans des bus pour qu'ils rentrent chez eux, on les emmène où? Alors, on les emmenait en Crète, dans un hôtel 5 étoiles où ils étaient bichonnés, Massé, massés également. avec John Travolta. Non, pas du tout. Voilà, ils ont subi des contraintes musculo-squelettiques, principalement au niveau du dos, à cause des ports de charges lourdes pendant 4 mois. Ils ont aussi une somatisation, surtout du stress, au niveau du dos. Donc là, l'idée, c'est de leur faire une coupure pour qu'ils Mm. puissent se régénérer. On en C'est revient ça. au Aviate, Navigate, Communicate. Mm. Aviate, il faut qu'ils s'occupent d'eux avant de pouvoir rentrer dans leur famille pour S'occuper s'assurer que ça se passe bien. de leur famille, D'accord, donc effectivement. vraiment ce sas de décompression, qu'ils aient du temps. Hein, surtout avec le confinement, je pense que tous les papas et même les mamans, hein, les enfants, tout ça, Alors c'est voilà. stressant. Donc là, ils peuvent Voilà. arriver, reposer. De la part de certains des soldats, ils ont une certaine frustration d'être dans ce sas-là. Ils n'en comprennent pas encore le, le bénéfice. Ils voient ça comme une privation de liberté, mais c'est nécessaire, psychologiquement nécessaire pour. Ça permet une coupure. Ça permet une coupure. Oui. Je vous invite à regarder un petit peu sur Internet les statistiques liées au PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. C'est le terme anglo-saxon. Pourquoi je vous le dis en anglais? Parce que c'est extrêmement documenté par l'US Army principalement.
Et là, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais de mémoire, il y a plus de morts par suicide dans l'armée américaine qu'au combat, juste pour vous donner une idée. Prépa physique, prépa mentale, 6 ans dans le groupe aérien embarqué. Donne-nous un petit aperçu de ton quotidien à terre, à l'Andivisio, en période d'entraînement, et bien sûr en mer. Exemple, durant la mission post-Bataclan, à quoi ressemblait ton quotidien en mer? Donc juste après le briefing, petite mise en jambe, petit footing, petit exercice musculaire également, en salle de musculation. L'après-midi, Donc là, c'est pour les pilotes disponibles. En fonction du planning des vols, évidemment, oui, tous les jours, tu as une séance en fait, voilà. et la salle est réservée pour les pilotes. Et donc les pilotes peuvent venir et profiter de l'expertise de Pat pour avoir un suivi. Voilà. Mais ça passe après l'activité. Donc si vous êtes prévu en vol, eh bien, vous n'irez pas à la séance. Donc forcément, d'accord. C'est ça. Et la fin d'après-midi, une fois que les vols sont terminés, pour ceux qui le peuvent, une petite séance de régénération mentale avec moi. En général, une petite relaxation musculaire. Donc ça c'est intéressant, une fois les vols terminés, on a différentes comptées, différents vols dans la journée, les vols du matin, les vols de l'après-midi et également les vols de nuit, notamment l'été, en ce moment là c'est l'été, il fait nuit très tard en Bretagne, néanmoins pour des raisons de nuisance sonore, les vols sont créneautés, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de décoller, par exemple à 6h du matin et réveiller les riverains, c'est pas autorisé sauf dérogation, on n'a pas le droit de voler pendant certains horaires entre midi et 2, et le soir on doit poser les avions avant minuit. Ce qui se fait que le vol de nuit, l'été, en Bretagne, il fait pas très nuit. Et là, on est en Provence, il fait nuit à cette heure-ci. En Bretagne, à cette heure-ci, si vous montez à 15 000 mètres d'altitude, vous relevez un peu le soleil et c'est de la fausse nuit. C'était pour l'aparté aéronautique. Et du coup, en mer, en période de guerre, ça ressemble à quoi? En mer, l'essentiel du temps des pilotes est consacré à la préparation de la mission. Donc ils ont 1 heure allouée chaque jour pour eux en salle de musculation. C'est un créneau qui leur est réservé, qu'on utilise en général, c'est de 11h à midi à peu près. D'accord. Et là, moi, j'aimerais bien qu'on insiste un petit peu sur le côté préparation mentale. Comment tu prépares mentalement, on va dire, je suis jeune pilote, je viens d'arriver du T45, je suis face à un gros stress professionnel, ils ne sont pas tous gentils avec moi, les instructeurs, j'ai une pression, une nécessité de résultat très présente, je suis non seulement sur un siège éjectable physiquement dans l'avion, mais également professionnellement si je ne suis pas au niveau de performance, donc comme dans tout métier, voilà, il y a cette certaine pression, je vous renvoie vers mes vidéos qui expliquent l'appontage. Ok, Oui. donc Pat, là moi je suis un jeune pilote, j'ai du mal à gérer mon stress et mon anxiété. D'ailleurs, stress-anxiété, comment tu définirais l'un et l'autre? Alors c'est pas tout à fait pareil, hein. Le stress, c'est une réaction physiologique face à un danger. Et l'anxiété, c'est plus une réaction, mais cognitive, face à un danger qui n'existe pas ou qui n'est pas encore présent. Qui est anticipé en fait. C'est ça. D'accord, très bien. Donc moi, si je suis jeune pilote, je pars en vol dans 2 jours avec AT. Là, Là, je vais être quoi? Je vais être stressé ou anxieux? plutôt anxieux. Donc je vais être anxieux et du coup, je viens de voir. Mm. Bonjour, comment je t'appelais du coup? Maître? Bonjour premier maître. Premier maître. Ouais, En général, ok. c'est Pat. Voilà, Ça donc peut bonjour être Pat. ça. Alors ça, c'est intéressant. Du coup, ce rapport hiérarchique est très fort avec les pilotes ou pas? Alors moi, j'ai la chance, non, au contraire, de ne pas avoir ce rapport hiérarchique. Et ce rapport hiérarchique d'habitude entre officier marinier et officier, toi tu le qualifierais comment de ton point de vue d'officier marinier? Distant, très présent, il y a une grosse différence entre les... Il y a une grosse différence. Une Ouais. grosse différence. Mm. D'expérience, l'armée dans laquelle cette différence est la plus forte, c'est clairement la marine. Et pour le comprendre, il faut encore une fois prendre un peu de recul et regarder pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que les officiers soient assez distants de leurs officiers mariniers et de leurs matelots, tout simplement pour des raisons de difficulté du travail sur des longues périodes. Quand vous étiez dans la Royale, quand vous étiez au XVIIIe siècle, il fallait traverser l'océan Atlantique, on ne savait pas du tout si on allait arriver de l'autre côté. Ben, c'était la discipline très forte et une certaine peur, hein, une peur du bâton au sens premier, il y avait des châtiments corporels qui permettaient à chacun de tenir son poste. Sinon, vous avez un petit bateau, vous avez des centaines de personnes les unes sur les autres, vous avez tout type de personnalité, vous avez des privations en tout genre, eh bien il y a besoin d'avoir une certaine pression de la part des officiers, une certaine distance. Il est beaucoup plus dur d'être dur avec quelqu'un si vous êtes
très proche avec. Donc, naturellement, les officiers de marine vont avoir tendance à garder une certaine distance vis-à-vis des hommes pour pouvoir plus facilement les leader, les manager et les commander dans des situations d'épuisement assez avancées et, des périodes difficiles. Donc ça nous vient de nos traditions et c'est quelque chose qui est encore assez présent de nos jours, même si ça dépend beaucoup, voire même ça dépend énormément même si ça dépend énormément de chaque officier, chacun a sa propre relation, sa propre manière de faire. Je veux dire, c'est pas doctrinisé, mais je pense que, par exemple, si vous allez sur une base armée de l'air, vous vous rendrez compte que les gens sont beaucoup plus proches. Vous avez plus de mal à voir la différence entre les grades. Toi, c'est quelque chose que tu vivais bien ou pas? Ah oui, absolument, oui. Ouais. Et le C'est vrai que j'ai pas ouais. eu trop de rapport hiérarchique avec les officiers pilotes, puisque j'étais pas là pour ni les juger, ni autrement. La fonction prime sur le grade aussi, hein, voilà, et j'étais surtout là pour les aider à vivre mieux leur mission. Donc, la fonction prime sur les grades, ça c'est intéressant. Vous pouvez être colonel ou capitaine de vaisseau, piloter un avion et répondre aux ordres, aux directives d'un jeune second maître qui est contrôleur aérien. Tu as des exemples comme ça où tu as Alors peut-être ça parlé m'est arrivé, oui, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, j'étais quartier jeune, tu maître étais jeune. sur le Charles de Gaulle fusillé, j'étais 2 quarts sur le pont d'envol, et j'avais bien pris ma leçon, hein, personne sans équipement individuel de protection, et j'avais des consignes pour Faire respecter pour les faire procédures. respecter les procédures. Les équipements individuels de protection, c'est quoi? Casque, lunettes, gants, tout ce qui protège. C'est comme un environnement plus que dangereux. Plus que dangereux sur un porte-avions. Ouais. Tu as le vent, tu peux avoir les pluies, tu peux avoir des débris, et tu as les réacteurs. Et je vous ferai d'ailleurs à l'occasion des études d'incidents sur le pont d'envol, entre des personnes aspirées par les moteurs, poussées par par les déflecteurs, enfin, ou brûlées sur le porte-avions. Tout à fait. Si tu te positionnes mal, un avion avec la post-combustion peut avoir un rayonnement nocif. Et donc toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je vois un personnel ce jour-là sur le pont d'envol, sans casque, sans lunettes, la poste, ni même des gants. Et donc mon sang n'a fait qu'un tour et je l'ai violemment vilipendé. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est parti, j'attaque. Je l'ai violemment vilipendé. Manu Militari, genre Non, tu l'as chopé ou... non, je lui ai demandé gentiment de vite dégager. Alors, C'est à peu près mes termes. Ça, c'est intéressant. Sur le pont d'envol, il y a toujours des fusiliers marins. Oui. Il y a toujours des fusiliers marins qui ont pour responsabilité d'assurer la protection du De pont. faire respecter un petit peu Donc vous êtes habillé le en port kaki. des équipements. Donc port des équipements, mais surtout la sécurité également sur le pont. Et du coup, le pont d'envol, il y a beaucoup de bruit. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà vu même des chiens jaunes choper d'autres personnes physiquement, voire te tenir. Des fois, quand il y a des visiteurs sur le pont, des journalistes, des gens qui ne connaissent pas, tu peux être tenu. En fait, si vous venez en visite sur le pont d'envol à certains endroits, notamment par exemple de nuit ou autre, il y a de grandes chances que quelqu'un vous tienne parce que ça permet déjà ça vous rassure et puis ça permet de vous bouger aux bons endroits. Il y a des marquages, il y a plein de choses, il y a plein de zones dangereuses et ça vous permet de bien profiter de l'expérience sans vous demander où est-ce que je dois aller. Donc tu m'as dit il était quel grade? Il a été amiral. Donc amiral, c'est le grade le plus haut. Le boss. C'est ça, c'est de boss. Voilà. Donc, voilà. Je me suis senti bien mal après l'avoir su. Mais non, ça va, j'ai eu les félicitations du jury car j'avais bien fait mon travail en tant que jeune quartier-maître. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que plutôt que faire un abus de pouvoir face à une faute, pour le coup c'est une faute de sa part. C'était une faute. C'est une faute. Ouais, Une différence entre erreur et faute, erreur tu fais pas exprès, faute tu connais les règles et sciemment tu viens les enfreindre. Ouais. Donc après des fois les amiraux, fonction de sa spé, c'est peut-être une erreur de sa part parce qu'à son époque peut-être que ça se faisait pas, je sais pas. C'est un peu méchant de notre part de dire que c'est une faute, mais pour un personnel formé sur le pont qui a fait la formation, c'est clairement une faute. Tout à fait. Et donc là, lui, comment est-ce qu'il a réagi vis-à-vis de ton chef de service? Plutôt bien. Donc il a dit que tu avais bien fait ton travail. Oui, tout à fait. Oui. Donc, là, il a souri, voilà, il a pris ça avec humour. Et effectivement, c'est bien passé. Plutôt, voilà, j'ai été félicité de mon travail. Parfait. Donc passer du pont d'envol à un petit peu les salles d'alerte, ça te permettait vraiment de voir les différentes facettes du porte-avions. Le fait d'avoir ce point de vue un peu presque de consultant pendant toutes ces années dans le groupe aérien, quel est ton ressenti? Parce que
Je pense qu'en tant que jeune fusilier sur le pont d'envol, tu te faisais une certaine image d'Épinal du quotidien des pilotes et de leur profil, de leurs contraintes au quotidien. Quand tu es passé de l'autre côté de la force, que tu es rentré dans leur intimité, comment est-ce que tu l'as vécu? Et surtout, on va dire, c'était quoi les mythbusters, les grosses choses, les idées préconçues qui se sont effondrées?